Bonjour et bienvenue à Studio Libre en ce jeudi 7 décembre. Aujourd'hui, deux sujets. On va parler avec Brigitte Boisjoli en fin d'émission qui va venir nous présenter son spectacle Mens-moi le 11 janvier prochain. Mais tout d'abord, l'auteur et journaliste Sylvain Daigneault qui nous révèle des histoires insolites qui se sont passées au Québec dans le livre Québec insolite tome 3. Bienvenue à Studio Libre. Mon prochain invité s'est intéressé à des histoires qui sont invraisemblables, voire même insolites. D'ailleurs, il l'a appelé comme ça, Québec insolite. C'est le 3e tome de la série que vous pouvez voir ici. On parle avec son auteur, Sylvain Daigneault. On va le rejoindre au téléphone. Bonjour, M. Daigneault. Bonjour. Avant de parler du livre en tant que tel, livre qui est très, très bien édité, un peu, si on peut regarder la graphie avec le style de l'ancien journal. Tout d'abord, comment on s'intéresse à ces histoires-là, la passion de ces histoires-là pour en faire des recherches et des livres incessamment, ben, ça prend beaucoup de temps pour décortiquer ces histoires-là. D'où ça part l'intérêt? L'intérêt de ça, c'est que j'ai toujours eu un intérêt marqué, moi, pour les petites histoires, ce qui passe parfois inaperçu, ce qui est un entrefilet dans un journal à la page 37. Puis des fois, quand on regarde, quand on creuse plus, ben là, on découvre une histoire qui est plus intéressante souvent que qu'est-ce qui se trouve sur la une. Pour faire ces écrits-là, parce que si on recule dans le livre et puis quand on regarde la table des matières, eh bien, on se rend compte qu'il y a des histoires qui datent là, du 17e, du 18e, du 19e siècle. Bon, on s'entend qu'on a des histoires plus contemporaines. Je vais prendre par hasard un vol de sirop d'érable qui a eu lieu en 2012. Et puis ça a été, bon, ça a défrayé la manchette. Donc, il y a encore des archives de tout ça. Mais quand on recule en 1648 pour parler de la vision de l'homosexualité, notamment donc en Nouvelle-France, il ne doit pas rester beaucoup d'écrits. Comment est-ce qu'on fait pour décortiquer le vrai de la rumeur dans ce cas-là? Bien, on décortique souvent en allant dans les sources, c'est-à-dire des sources de première main, là, comme les, je sais pas moi, les minutes notariées. C'est sûr, bon, en 1600 et quelques, il n'y avait pas de journaux en tant que tel, mais lorsqu'il y a des journaux, on peut trouver là, des articles là, qui datent de 1700 et quelques là, et tout. Là. À partir des articles, ben là, on va dans les archives, il y a les baptêmes, mariages, décès aussi qui renferment plein d'informations. Donc, à partir de ça, c'est un recoupement après, là. Mm-hmm. C'est quand même relativement difficile d'aller chercher ces informations-là parce que, bon, il y en a beaucoup qui sont archivées aux Archives nationales, mais il y en a encore qui sont sur des papiers. Comment est-ce qu'on fait? Ça doit prendre quand même beaucoup de temps. Ben, c'est ce qui fait que ça prend du temps. J'ai des histoires qui peuvent prendre 6 ou 12 mois à faire, là. Puis j'ai d'autres histoires que les sources sont plus accessibles, donc l'histoire va aller plus vite, mais j'ai d'autres histoires. Écoutez, il y a des histoires que j'ai commencé il y a 4 ans puis que j'ai pas encore assez de matière, là, je trouve. Là. Donc, effectivement, il y a certaines de ces histoires-là qui peuvent être longues là, à écrire. Là. Et comment on part une nouvelle histoire? Comment est-ce qu'on va chercher ça? Pour en faire un livre, et là, vous êtes rendu à 3, comment on les sélectionne, ces histoires-là? Pour que ce soit quand même un fil conducteur, un peu? Ben, le fil conducteur, c'est la surprise, l'étonnement. Est-ce que c'est une histoire qui est intéressante? Moi, je suis dans les médias depuis 25 ans, là, puis mon premier rédacteur en chef faisait une distinction, lui, entre les histoires que tu lis puis que tu te dis ouais, puis, tu sais, bon, OK. Puis l'autre histoire que tu te dis, ben voyons donc, c'est quoi ça? Donc, moi, je suis à la recherche là, à travers notre histoire, là, à travers depuis Jacques Cartier en 1534, là, les histoires qui sont surprenantes, les histoires dont on se souvient plus,
ou dont on ignore tout. Puis en revenant sur ces histoires-là, on est surpris et on est étonné. Donc moi, c'est l'étonnement. Si ça ne m'étonne pas, si ça ne me surprend pas, il y a peu de chances que je fasse une histoire avec ça. Et quand on recule des siècles, bon, aujourd'hui, il y a des histoires qu'on se dit, mon Dieu Seigneur, ça nous étonne parce qu'on a une vision moderne, mais qui, dans le temps, était totalement, je vais dire banale, mais qui était de matière courante. Exemple donné, bon, le sort qu'on réservait aux homosexuels en 1600, 1700 et même jusqu'à tout récemment même, dans le temps, eux, c'était le crime et le crime, souvent on va parler de crime de sodomie, c'était enchâssé dans la loi, puis c'était bien ordinaire. Ouais. Donc, eux, s'il y avait notre vision moderne, justement, doit s'étonner de certaines de ces histoires-là. Ben oui, puis dans l'histoire dont vous faites mention, ce qui est particulier là-dedans, c'est que notre bourreau en tant que tel, comme il s'est fait condamné aux galères parce qu'il était gay, là, on appelait ça coupable de crime de sodomie. Donc, condamné aux galères, OK, ouais, ça n'a pas l'air d'y tenter trop, hein? On se demande bien pourquoi. Alors, l'État lui fait une offre qu'il ne peut pas refuser. On l'invite à devenir le premier bourreau de la colonie. Donc, entre aller aux galères et être un bourreau, notre jeune homme, dont l'histoire malheureusement a perdu le nom, a choisi d'être bourreau. Donc, c'est ça qui est insolite dans cette histoire-là, je trouve. C'est quand même un peu ironique aussi parce que, justement, il servait à faire des châtiments pour les homosexuels alors qu'il l'était lui-même. Et il y en a d'autres qu'on regarde aussi. Il y en a des histoires, je pense à la Halfway House, une maison qui est à mi-chemin entre le Canada et les États-Unis. Il y a une ligne littéralement, il y a des belles photos aussi d'ailleurs, et c'est très bien documenté. On connaît cette maison-là de rumeur, mais de voir l'histoire, comment une maison peut être construite à cheval sur la frontière, c'est quand même assez spécial. Et est-ce que, justement, il y a des façons d'aller chercher une vision moderne de ces maisons-là? Parce qu'on parle de la maison qui a été construite en 1820, mais je pense qu'elle est encore debout aujourd'hui. Elle est encore là, oui. Donc, mettons qu'elle a un grand besoin de restauration. Là. On peut voir dans les photos, dans le livre d'ailleurs aussi, qu'il y a, disons que besoin d'amour, mais il y a encore des propriétaires, j'imagine? Ou Oui, il y a encore des propriétaires. Il y a un bureau de poste aussi à l'intérieur où il y a des gens qui font venir des colis des États-Unis et ça leur coûte moins cher parce que le colis entre par une porte et il sort par l'autre. Donc, les gens se prennent une boîte postale du côté américain. Donc, le colis arrive là. Et lorsqu'ils vont le chercher, eux, ils rentrent là, puis la personne au comptoir, elle fait juste ça tourner de bord et elle leur donne le paquet. Donc, il n'y a pas de frais international, là, C'est quand même assez étonnant. Êtes-vous allé physiquement sur place? Oui. C'est étonnant. Ça doit... Comme endroit, là, c'est assez surprenant, pareil, je trouve. Ça fait partie de l'insolite, mais du quotidien, parce qu'on se dit... les gens là-bas font, puis je m'en vais chercher mon colis, c'est tout. C'est tout à fait normal, mais pour un œil plus extérieur, c'est carrément frappant. L'histoire qui vous a dans les 3 tomes, je ne sais pas si c'est dans le 3e ou dans les autres, mais l'histoire qui vous a le plus fasciné parce que c'était totalement, mais vraiment dans la définition de l'insolite. Là. L'insolite au plus... au maximum. Il y en a plusieurs, mais je vous dirais dans le tome 1, il y a l'histoire de Mme Renée Hudon qui est décédée il y a quelques semaines. Là, malheureusement, pour Québec Insolite 1, je l'avais contactée en 2020. Pourquoi? C'est parce que cette dame-là qui a travaillé à Radio-Canada après pendant 40 ans, je pense, ou de quoi de même,
Elle a joué dans un film de Hitchcock, tourné à Québec. OK. Elle avait 10 ans. Elle était bilingue. Et Hitchcock est venu tourner un film ici. Et elle a... Comment dire? Elle a eu le rôle. Donc, elle m'a parlé comment ça s'était passé, comment son enseignante voulait pas qu'elle parte pour Hollywood pour quelques semaines, pour tourner des scènes. Elle était pour perdre son bonhomme. Sa mère a dit à sa prof, écoutez, je suis bien capable de m'occuper de l'âme de ma belle-fille. Donc, c'est tout le Québec de cette période-là où on est en 52. Là, donc, oui, début de la télé, là, tout ça. Là. C'est ça, mais l'Église catholique est encore très, très puissante. Là, effectivement. D'ailleurs, il y a plein de scènes qui vont être coupées dans le film, ce qui fait que lors de la première du film, à Québec, Hitchcock va dire qu'il va être dans une colère noire. Là. Il va dire je ne reviendrai plus jamais dans cette province catholique. Parce qu'on avait charcuté son film, dont plusieurs scènes de la jeune fille où, là, dans le film, il y a un procès. La jeune fille, c'est une fillette de 10 ans et elle s'adresse au juge sur ce qu'elle a vu et tout. Or, au Québec, à cette époque-là, le témoignage des enfants en cours était interdit. Donc, ils ont coupé toutes ces scènes-là. Ce qui fait que le film était charcuté, il était incompréhensible. Et elle m'a parlé lorsqu'elle est allée avec Hitchcock et tout, comment il était gentil, puis en tout cas, c'était une rencontre très, très bonne. Là. Ben, c'est ça qui m'a incité après à aller plus loin. Là, parce que moi, oui, il y a bien des histoires qui datent du 17e, du 18e, mais quand j'ai la chance de rencontrer ou de parler à quelqu'un pour une de mes histoires, ben c'est encore mieux. Là, puis ça m'est arrivé à quelques reprises. Ouais. Sylvain Daigneault, auteur de Québec insolite. Il y a 3 tomes. Je tiens le 3e entre mes mains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, c'est disponible en librairie. Donc, si vous tombez là-dessus, allez lire ces 3 tomes-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. J'ai tout le temps été surpris avec ma prochaine invitée et là, elle m'a surpris encore une fois et disons qu'à chaque fois, c'est une coche de plus. Je reçois un appel de cet artiste pour planifier l'entrevue, ce qui, je dois le dire, n'arrive jamais dans notre métier. Mais s'il y a une personne avec qui ça pouvait arriver, c'est bien elle. Brigitte Boisjoli est avec nous. Bonjour Brigitte. Hey, bonjour! Tu vas être avec nous, d'ailleurs, le 11 janvier. C'est d'ailleurs pourquoi on fait l'entrevue un peu plus tard, parce qu'on va être hors d'onde dans cette période-là. Et tu vas nous présenter ton album « Mens-moi », dernier album que tu as fait. Et c'est un album qui, quand on l'écoute, et tu l'as dit toi-même, est très, très, très personnel. Et avec des chansons qui parlent de choses qui sont arrivées vraiment très, très, très profond là, dans ta vie privée. Pourquoi est-ce que tu désirais offrir ça au public? Ben, en fait, je pense, c'est quoi? C'est que je pense que je l'ai fait un peu égoïstement pour moi au début parce que c'était pour mes 40 ans que j'ai relevé ce défi-là d'écrire un album au complet. Chose que moi, je pose souvent des gestes sans penser aux conséquences. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai écrit, je l'ai enregistré, puis après ça, je me suis dit, oh non, faut que je les chante sur scène, que je les défende. Puis tu sais, ce show-là, là, je te mentirais pas que, oui, tu sais, ça s'appelle Mens-moi. Je fais pas toutes les pièces de l'album. Je fais celle avec qui je suis à l'aise, c'est vraiment. Mais il y a aussi
plein d'autres choses dans ce show-là. Il y a des clins d'œil à des artistes que j'aime. J'ai fait un gros medley de mes inspirations féminines aussi. Je chante un peu de Ginette Renault, je chante un peu de Amy Winehouse, je fais un petit peu de Miley Cyrus, de tout, d'Etta James, tout ça. Entrecoupé de mes chansons, évidemment. Mais je ratisse large. Tu sais, je fais du fruit défendu aussi. Je fais plein de Patsy Cline. Fait que c'est vraiment un show feel good. On se sent bien. Tout en, évidemment, chantant quelques-unes de mes pièces de cet album-là. Fait que ça rend la chose beaucoup moins triste parce que c'est un album, parfois, qui peut se paraître un petit peu, pas lourd. J'aime pas le mot lourd, mais oui, c'est très introspectif. C'est très personnel. Encore là, je te dirais que j'ai de la misère à entrer dans ces sujets-là. J'ai eu beaucoup plus de facilité à les écrire qu'à les raconter sur scène. Fait que oui, je suis une fille qui est en entrevue, qui est super pétée, boblée, tout ça. J'aime la vie, mais oui, comme ben du monde, il m'est arrivé des affaires un petit peu plus tristes, tu sais, c'est ça, aussi un parcours de vie. Fait que je te dirais que je suis allée puiser dans mon journal intime. Ça m'a fait du bien de l'écrire. C'est vraiment ça. Tu sais, je me suis payé une thérapie dans un studio de musique. C'est ça qui s'est passé. C'est ce que j'étais pour dire. C'est un album thérapie. Mais oui. Après les commentaires que t'as, est-ce que justement il y a des gens qui, parce que j'ai écouté tout l'album d'un bout à l'autre, et puis je me disais, il y a des gens qui vont pouvoir se retrouver dans ces chansons-là. Est-ce que c'est arrivé justement, les gens viennent te voir, dire, hey, telle chanson là, j'ai eu l'impression que tu décrivais ma vie. Absolument. J'ai eu plein de commentaires et de messages et de gens qui se sont livrés ou qui viennent me le dire à la fin des shows. On dirait vraiment que tu as écrit cette chanson-là pour moi, pour ma relation, pour, tu sais... fait que, c'est sûr que j'ai aussi des sujets qui ratissent un petit peu plus large. C'est celle qui parle de mon père, ça parle des départs. Mais il y a toutes sortes de départs, tu sais, c'est ça. Fait que je trouve que on peut aussi s'y retrouver et prendre notre propre raison. Mettons, celle-là, c'est justement n'importe quel départ. Quelqu'un qui nous a tout simplement quittés ou qui a quitté ce monde. Eh ben, c'est ça. Je pense que c'est assez large comme sujet pour que ça touche beaucoup de monde. Mais oui, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont livrés. Puis moi, ça me fait quelque chose, tu sais, c'est sûr, parce que j'écris ça aussi pour ça, hein, tu sais, pour toucher le cœur des gens, pour que ça résonne aussi, tu sais, dans le cœur des gens. Tant mieux si ça fait son chemin. J'en ai une ou deux que j'ai en tête et qui, je me dis, avoir eu à écrire ça, où j'aurais eu de la difficulté, laquelle a été la plus difficile à écrire? Celle que t'as peut-être tassée un peu d'un coin pour dire, ah non, celle-là, je vais revenir, les émotions sont trop intenses. Eh ben, je te dirais que celle qui est venue me chercher le plus, c'est le chemin. Ah oui. Le chemin, c'est vraiment une rétrospective de ma vie. J'ai l'impression que, tu sais, je raconte du début à aujourd'hui ce qui s'est passé. Tous les détours que j'ai pris, tu sais, avec les conséquences de mes choix. Ouais, je pense que celle-là, ça me fait quelque chose. Tu sais, quand je la chante, elle vient me chercher. C'était une des deux chansons que j'avais et l'autre, c'était Ma fête, la dernière chanson sur l'album. Le sujet en étant très, très difficile, très lourd. Oui. J'imagine que ça non plus, ça n'a pas été facile. C'est un épisode certains vont tasser, repousser dans un coin, justement. Oui, ça m'a pris du temps, tu sais, à vraiment me dire est-ce que j'écris une chanson là-dessus, tu sais. Ben, c'est une chanson qui, tu sais, un peu, là, qui traite de violence. Violence conjugale. Fait que c'est sûr que, tu sais, je pense que, oui, c'est... En même temps, c'est de quoi je me suis dit, bon, mais si je suis prête à l'écrire, parce que je suis prête à en parler un peu, c'est très libérateur. Ça veut-tu dire que je suis presque guérie? Peut-être. Est-ce qu'on en guérit totalement? Je pense pas, mais un peu du moins. Et ça, j'ai écrit ça avec un de mes amis, King Melrose, qui m'a beaucoup aidé. J'ai raconté cette histoire-là, ce qui m'est arrivé, puis après ça, on a fait la chanson. Mais on s'est basé sur mon histoire que j'ai racontée. Et après ça, on a formulé des phrases et on a mis ça en chanson. Mais ça a été vraiment... c'est drôle parce que ça a sorti tout seul. C'était vraiment tellement clair dans ma tête. Les images sont très précises que ça a été quand même rapide, tu sais. La composer. Fait que ça s'est bien fait. C'était plus dur à chanter que de l'écrire. Oui, effectivement. Et je me posais une question parce que je le dis là, t'es
mon artiste favorite pour les entrevues et compagnie. T'es tellement disponible pour nous et puis ça, on l'apprécie beaucoup. D'ailleurs, comme je te dis, ça arrive jamais que quelqu'un va appeler pour booker une entrevue. C'est une première dans ma carrière. Mais je me disais, avoir un si grand cœur, peut-être pas être bonasse, mais t'es tellement fine que les gens, ben, on en abuse et t'as répondu d'ailleurs à cette question-là que je me posais dans le chemin. Comment est-ce qu'on fait après un certain temps, après s'être fait avoir, après que les gens ont abusé de notre bonté, comment est-ce qu'on fait pour rester bon comme tu l'es? Et boy, tu sais, je te dirais que je suis bonne, mais tu sais, j'ai un paquet de défauts, je suis loin d'être parfaite, c'est pas ça. Mais tu sais, ce côté-là, tu sais, je sais, je suis faite de même. Je donne énormément, je suis très généreuse, tu sais, j'ai comme la qualité de mes défauts, là, tu sais. Mais c'est sûr que quand tu te fais avoir pendant des années ou par des gens qui t'ont promis des choses, il y a des déceptions. Tu sais, d'y croire encore, croire en la bonté du monde. Et la beauté du monde, ça, je le dois à ma fille. Puis totalement. Ma fille m'a raccroché à ce qu'il y a de plus beau. C'est elle, tu sais. Si je suis si forte encore, c'est vraiment elle. C'est totalement elle, tu sais. J'ai quand même une force de caractère. Tu sais, je suis une guerrière comme bien d'autres guerrières et des guerriers que je connais, tu sais. Mais ma fille est pour beaucoup là-dedans. T'es une guerrière, tu l'as dit, t'es quelqu'un de très intense. J'imagine que, puis tu me l'avais dit la dernière fois qu'on s'était parlé quand j'étais à la radio, que c'était génétique, ta mère était pareille. Mais justement, cette intensité-là, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Donc, est-ce que ça peut t'avoir nui dans certaines relations, dans les gens avec la famille, les amis et compagnie? Ah ben oui, je te dirais qu'en amour, ça m'a beaucoup nuit, cette intensité, parce que, tu sais, moi, c'est ça, là, c'est tout de suite, là, tu sais, moi, c'est très intense, fait que oui, je pense qu'il y a une couple de gars qui se sont tannés, ou moi, je me suis tannée parce que ça passe intense, fait que oui, là-dedans, ça m'a beaucoup nuit. En même temps, ce qui est beau de vieillir, c'est que j'arrive, je pense, à mieux gérer cette intensité-là. Tu sais, et j'essaie aussi c'est comme si je la décortiquais davantage, cette intensité-là, puis j'essaie de la mettre au bon endroit, au bon moment. C'est ça, tu sais, avec les bonnes personnes. Je pense que ça, c'est vraiment de vieillir, là, tu sais, je prends des notes dans la vie pour pas faire les mêmes erreurs. Ça, c'est important, puis parce que, comme je disais tout le temps, et quand on fait une erreur, c'est correct, mais quand on l'a fait 2 fois, c'est un choix. Exact, c'est vrai. Le choix que t'as fait, que t'as le plus regretté, que tu dis, parce que dans le chemin, tu dis, ben, cette fois-ci, je choisis le bon chemin. Qu'est-ce qui t'a fait reculer pour prendre le bon chemin? Oh, il y en a plein, c'est de mauvais chemins que j'ai pris, mais en même temps, on m'a souvent dit que les mauvais chemins, souvent, nous font plus grandir parce qu'on apprend plus dans l'échec. Fait que je regrette pas ces chemins-là, tu sais. Les mauvaises personnes avec qui j'ai travaillé, qui m'ont volé des sous, tu sais, c'est ça aussi, tu sais. En même temps, ces gens-là m'ont appris des choses, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai pas tant de regrets, tu sais. Mais je pourrais pas te nommer quelque chose, tu sais, vraiment. Un point tournant. Il y en a une couple de... Non, écoute, c'est sûr qu'il y en a une couple, tu sais, de mauvais choix, là. Tu sais, il y a eu mon virage quand j'ai fait mon album, Hommage à Plamondon, tu sais, où ça allait super bien, Patty Klein, où je remplissais mes salles. Plamondon, ça a été un mauvais tournant pour moi, là, tu sais, d'aller là, parce que j'étais dans le country, puis ça marchait, mon affaire. J'ai perdu beaucoup de fans du country quand j'ai fait le virage Plamondon. J'ai pas pris de congé maternité, on m'a pas donné ça, je l'ai pas demandé non plus. Quand tu demandes pas, tu l'as pas. Fait que je me suis beaucoup brûlée aussi, j'étais très fatiguée. J'ai recommencé à travailler trop vite quand j'avais Charlie. Après 2 semaines, j'ai recommencé à travailler. Oui, tu sais, si ça avait été à refaire, je me donnerais ça. C'est ce temps-là. Est-ce que Brigitte Boisjoli est capable de se donner du temps à rien faire? Parce qu'on a l'impression que t'es tout le temps juste sur un saut, un pet. Oui,
Ben non, c'est quoi? C'est ça que, tu sais, mon chum, il dit tout le temps, tout le monde pense que t'es sur le 220, mais je suis très relax chez nous. Tu sais, c'est sûr que, tu comprends, nous autres, on a quand même, on a 4 enfants ensemble, Ouais. on s'entend que c'est quand même beaucoup, mais ça grouille. Mais moi, j'arrive quand même à m'asseoir, tu sais, le soir, puis à jaser avec lui, on se loue un petit chalet, on est, tu sais, ça a l'air glamour, mais c'est pas ça, c'est un shack, là. Puis, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, devant le feu, on jase. Oui, ben oui, je prends des marches dans le bois tous les jours. J'ai cette chance-là. Je suis très relax, tu sais. Je fais beaucoup de yoga. Je suis comme je sais que ça paraît bizarre, mais quand c'est le temps de se carrer, c'est le temps de faire des shows puis de jaser, faire des entrevues, je suis sur le 220, j'adore ça, faire ça, tu sais. Fait que ça m'anime. Mais moi, quand je fais la plug, c'est fini, là, tu sais. Je peux être très relax, je peux jouer au Barbie assis pendant 2 heures avec ma fille, tu sais. C'est Martin Cloutier me disait de Dominique et Martin d'ailleurs que Oui. lui dans sa famille il y en a des gens qui sont beaucoup plus drôles que lui puis quand il arrive chez eux il a plus le goût d'être drôle parce que c'est ça sa job. Ben non, exactement, je comprends. Moi, je chante pas dans ma famille, là. Décrocher là, tu parlais d'un chalet, tout ça, t'es capable de décrocher, marcher dans le bois. Et contrairement à beaucoup d'artistes, t'es retourné dans ton Drummondville natal. Ça, j'imagine que d'avoir les racines, ça Ouais. fait qu'on est capable de lâcher prise, de décrocher, parce que t'as ton petit monde qui est en dehors de, comme la plupart, Montréal. Et moi, je suis jamais partie de chez nous, fait que je suis pas revenue. OK. J'ai toujours resté à Drummond. Fait que je suis jamais partie d'ici parce que c'est ma ville, c'est mon, oui, c'est mes points de repère. C'est des gens avec qui je suis allée à l'école que je croise souvent tous les jours. Je jase, c'est des entreprises locales dont je connais les propriétaires, que j'encourage. J'aime ma ville. Tu sais, j'ai vraiment un gros point d'attachement. Oui, toute ma famille est ici. Fait que, tu sais, oui, ça me prend ça. Moi, ça me ground d'être ici, beaucoup. Eh ben, on te souhaite d'être très bien groundé à la Salle Odyssée le 11 janvier prochain. Merci beaucoup encore une fois, Brigitte Boisjoli. Puis, comme je te Ça dis, me fait plaisir. comme on dit dans le jargon, anytime. Merci. Certain, voici anytime. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 7 décembre de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, Brigitte Boisjoli, avec qui on a terminé l'émission et qui va venir nous présenter son spectacle Mens-moi de l'album du même nom et qui est disponible sur ses plateformes, notamment YouTube. Et vous pouvez aller écouter ses chansons. Ça va être le 11 janvier prochain à la Salle Odyssée, son spectacle. Et aussi l'auteur Sylvain Daigneault qui nous a présenté Québec insolite, tome 3. Voilà pour moi pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et on se revoit mardi prochain pour la dernière semaine à Studio Libre.